Bien, écoutez, merci d'être là cet après-midi pour le clap de fin de ces rencontres littéraires au Jardin des Cimes qui sont l'alternative que nous avons trouvée cette année au Salon international du livre de montagne de Passy qui ne peut se dérouler dans les conditions habituelles. Donc, pour conclure cette série de rencontres, nous avons invité Sylvie Samicia et puis Annie et Jean Pichon, qui ont des aventures tout à fait différentes, mais qui se rassemblent sur le fait que ce sont des amis proches, et c'était sympa de faire cet après-midi en leur compagnie. Donc nous allons d'abord donc échanger avec Sylvie Samicia qui a signé dans la collection Guérin des éditions Paulsen ce très beau récit Impatiente qui raconte son histoire, une histoire à la fois tragique et réconfortante puisqu'elle a été victime d'un accident de moto qui était gravissime et elle raconte dans ce récit les différentes étapes de ce marathon pour la vie qui l'a conduit d'abord à l'hôpital d'Annecy, puis à l'hôpital de Sallanches et ensuite à San-Selmo, que l'on a en face de nous. Donc c'était vraiment très, très symbolique de l'inviter dans ce cadre formidable. Donc Sylvie Samicia est vraiment une femme pressée, je pense qu'on peut dire ça comme ça, que ce soit à vélo ou que ce soit à ski ou en moto. Elle aime randonner, elle aime voyager et surtout elle aime partager ses expériences avec les siens et avec les autres et aujourd'hui avec ses lecteurs. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, Sylvie Samicia a attaché son nom et son expérience à la montagne, mais qu'en fait, elle est alsacienne. Donc d'abord, j'aurais lui posé la question de savoir pourquoi elle est venue en Haute-Savoie, alors que finalement, l'Alsace, c'est quand même pas mal. Il y a le ballon d'Alsace, il y a la choucroute, il y a la bière, là dont on s'est régalé tout à l'heure. C'est... Hein? Ça monte moins bien, mais ça descend. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et donc, voilà, c'était parce que vous connaissiez déjà le blaireau qui brasse, là, la bière locale, qui vous a attiré ici. Alors déjà, j'aime pas la bière. Bonjour à vous tous déjà. Et l'Alsace, c'est très beau, c'est vraiment une belle région, un beau pays, comme disait mon papa, alsacien de pure souche. Mais il n'y a pas ces belles montagnes qu'on peut avoir juste en face, là, avec la neige éternelle. Et bah, la première fois que je suis venue en vacances à Chamonix, j'ai eu le coup de foudre. Le vrai coup de foudre, et 2 ans après, je me suis installée là-bas. C'est l'amour, c'est comme ça, on n'y peut rien. Le coup de foudre pour la Haute-Savoie, mais aussi le coup de foudre pour Éric, peut-être? Alors le coup de foudre pour Eric aussi, oui, mais ça, c'est quelques années plus tard quand même. Voilà. On verra toute la place que tient Éric dans la vie de Sylvie, puisqu'il l'a vraiment accompagné au jour le jour pendant tous ces longs mois de rééducation. Et alors, le fait de cette addiction aussi au sport et au sport de vitesse, de ski, de glisse, c'était une passion de jeunesse ou c'est venu comme ça au fil des temps? Alors le ski, j'ai découvert un tout petit peu quand j'étais petite parce que mes grands-parents habitaient dans le Jura suisse, donc on allait faire un petit peu de ski. Le vélo, j'ai découvert toute petite et puis j'allais à l'école à vélo et c'est vrai que j'allais le plus vite possible parce que je me levais le plus tard possible. Donc j'allais le plus vite possible à l'école pour être à l'heure. Et puis le fait d'être pressé et de vouloir toujours faire des choses qui bougent et qui vont vite, je crois que c'est de naissance. Et ma maman me disait toujours, tu peux arrêter de bouger 2 minutes et bah non, j'ai jamais réussi. Mais il y avait aussi la musique qui a tenu une place importante Oui. dans ta vie. Donc la musique, c'est une grande partie de ma jeunesse. En fait, ma sœur jouait du violon et quand ma sœur jouait du violon, moi je m'ennuyais parce qu'il fallait toujours que je fasse quelque chose. Et donc bah, je pouvais pas jouer avec elle. Donc j'ai demandé à jouer d'un instrument aussi. Et dans l'école de musique du village, il y avait une clarinette et une prof entre guillemets de clarinette qui était adorable. Et donc on m'a donné cette vieille clarinette qui tombait en ruine. Et puis cette adorable prof de clarinette qui était vraiment gentille et elle avait pas un grand niveau, mais elle était formidable. Elle m'a donné envie de jouer de la clarinette et je suis allée loin parce que j'ai fait des études de clarinette jusqu'au bout, jusqu'à être prof de clarinette. Et puis après, la passion de la montagne a pris le dessus sur la passion de la musique. Donc j'ai un petit peu arrêté la clarinette, mais pas complètement quand même. Bon, maintenant j'ai dû arrêter parce que voilà, c'est pas possible. Mais voilà, ouais, il y a deux passions. Il y a la passion de jeunesse qui est la clarinette et la passion de la jeunesse aussi, mais après 19 ans qui est la montagne.
Il n'y a pas encore de concerto pour la main gauche en clarinette. Bah non, les clarinettes main gauche, non, C'est ça c'est difficile. pas possible. Il y a la trompette qui est possible et l'harmonica et la flûte de pan. Mais là, j'ai pas la patience Oui, parce voilà. que je dois recommencer du début et on Mm. m'a gentiment donné un harmonica, on m'a donné un cornet qui est une petite trompette, mais j'ai pas réussi à m'y mettre sérieusement encore. Et puis il y a une autre passion donc qui était la moto parce que c'était, là encore un instrument de liberté et de découverte. Ouais, la moto, j'ai découvert ça avec Eric, donc mon mari. Vous allez découvrir dans mon livre. Et en fait, je pensais jamais faire de la moto parce que c'est un engin à moteur, ça pollue, ça pue, ça fait du bruit. Mais par contre, les sensations qu'on a dessus et le fait de se dire il faut pas tomber et d'aller vite, de pencher dans les virages, c'est un peu comme une grande course en montagne et c'était vraiment grisant, ouais. J'ai bien aimé et j'aime toujours d'ailleurs. Voilà et impatiente dans la queue des grands montées, hein, parce qu'il y avait beaucoup de touristes donc plutôt que d'attendre, effectivement, vous avez fait l'un et l'autre donc une randonnée à moto Mm. et c'est là où tout est arrivé, sur la route de Maglan, Alors ça, c'est le fameux vendredi 13 mars 2015. On était parti faire du ski donc avec Eric au Grand Montais et il y avait un monde pas possible. Donc on se dit oh non, on va pas attendre aussi longtemps pour aller faire du ski alors qu'on peut en faire tout l'hiver. Et donc vu que les routes étaient sèches et qu'il faisait beau et chaud, on se dit on va ressortir les motos. Et quand on arrive à la voiture, ils allaient la mettre en fourrière parce qu'on était un peu mal garés. Donc on se dit ah chouette, on a évité la fourrière, donc on était tout content. Et donc on est parti faire ce tour à moto qui s'est fini à l'hôpital en bien mauvais état. et d'abord sous la roue d'un camion, avec, donc, un état très très altéré, un corps, cassé, qui saignait, qui respirait Mm. difficilement, et qui surtout ne bougeait plus. Donc, il y a eu, d'abord l'intervention du SMUR Mhm. avec, donc, des gens extrêmement, compétents qui ont pris, en charge, l'accidenté sur le bord de Mhm. la route en faisant des interventions très lourdes, hein, Oui, et je pense qu'on peut rendre hommage, à la à la délicatesse et à la compétence des médecins du SMUR, des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc qui oui. sont vraiment intervenus très, très rapidement. Alors, pour remettre dans l'ordre, je me suis retrouvée enroulée entre la roue et la carlingue d'un 44 tonnes. Et j'ai eu quand même pas mal de chance là-dedans. C'est que la voiture qui était derrière, dedans, il y avait un jeune secouriste qui était en train de passer ses diplômes pour être formateur. Donc lui, il est tout de suite arrivé et vu que j'avais le bras qui était sous la roue du camion, il a tout de suite fait le point de compression, enfin ce qu'il fallait pour que je perde pas trop de sang. J'avais aussi 12 poumons perforés, j'avais 12 poumons, pardon, 12 côtes perforées et les deux poumons. Je vais pas y arriver. 12 côtes cassées et les deux poumons perforés, voilà, pardon. Et donc je perdais beaucoup de sang. Et c'est là que les pompiers sont arrivés très vite. Il y avait une petite médecin urgentiste, un tout petit bout de bonne femme, mais a priori, elle était vraiment incroyable. Elle a dirigé tout le monde et elle m'a perforé enfin, elle m'a posé des drains sur les deux poumons sous le camion, à quatre pattes sous le camion. Donc la petite bonne femme, elle était incroyable. Et puis l'hélicoptère est arrivé plus vite que prévu parce qu'il était censé être pour un arrêt cardiaque qui était un peu plus haut. Alors je sais pas ce qu'il en est advenu de l'arrêt cardiaque, mais bon bref, il a été dévié pour moi et donc j'ai pu être amenée plus rapidement à l'hôpital d'Annecy où je suis arrivée, a-t-on dit à mon mari, en cadavre. Voilà, je m'en souviens pas, mais pardon. Oui, mais oui, mais il faut pas tout raconter, mais Annie, elle connaît tout par cœur. Mais oui, j'étais morte une première fois sous le camion et je suis sortie de mon corps. Voilà, et donc c'est comme dans les films, j'étais aspirée de mon corps. Et donc la fameuse lumière blanche, je l'ai vue, c'est cette lumière blanche qui m'a attirée hors de mon corps. C'était beau, c'était magnifique, c'était sans bruit, c'était calme, c'était serein. C'est difficile de décrire les mots parce que c'est tellement paisible que ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas rencontré ça sur Terre. Et puis, donc là, j'étais bien morte. Eric, donc toujours mon mari, il m'a vue morte, il m'a parlé gentiment, mais il y avait personne. Et donc, au bout d'un moment, a priori, il m'a crié dessus.
Et j'ai entendu Camille, Robin, qui sont mes enfants. Et je me suis dit, oh, mais j'ai des enfants, j'ai un mari, il faudrait peut-être que je revienne. Et donc, j'ai décidé de revenir. Comme dans les films, pareil, je trouve, je suis retournée dans mon corps. Et ressent-on une douleur, physique à ce moment-là? Alors, quand on est mort, franchement, là au-dessus, je sentais rien. Mais alors, génial. Par contre, quand je suis revenue dans mon corps, oui, oui. D'accord. Et alors les médecins de l'hôpital d'Annecy donc étaient pas très optimistes, hein, Non, mais ils se sont accrochés parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait, mmh, amputation, reconstruction, intervention, bah, et oui. Donc, en fait, ils ont dit à mon mari qu'ils avaient récupéré un cadavre. Et donc, bah, ils ont essayé quand même. Parce qu'ils ont vu que j'avais 44 ans, donc j'étais pas trop vieille, on va dire. Ils savaient que j'étais sportive parce qu'a priori, le message était passé. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, on va essayer, quoi. Et c'était pas simple parce qu'ils avaient un dos à réparer parce que j'ai 3 vertèbres qui sont à peu près inexistantes, avec la moelle épinière de toucher. Et j'avais 12 côtes cassées, donc il fallait me mettre sur le ventre pour réparer le dos, il fallait me mettre sur le dos pour réparer les côtes, et là-dessus, il y avait les poumons perforés. Et donc, ils ont mis quelques jours avant de me tourner dans tous les sens, pour pouvoir réparer le dos, les poumons, les côtes. Puis il y avait le genou, il y avait l'œil, enfin, il y avait plein d'autres choses, mais ça, c'était en plus. ça c'est un premier message du livre, il y a toujours une intervention à faire, toujours, un espoir à rechercher, au Mhm. bout d'un tunnel, hein, c'est Bah, quand je me suis réveillée j'ai fait une semaine de coma, et quand je me suis réveillée du coma, le docteur m'a dit tout ce qui était cassé, et il m'a dit que je remarcherais plus parce que la moelle épinière était touchée. Et donc je me suis dit, bah, cause toujours, j'irai au Mont Blanc. Voilà, pourquoi pas, hein. Et donc je me suis dit, bah, pour marcher, il faut arriver à bouger les doigts de pied. Parce que si je peux bouger les doigts de pied, je pourrais bouger les jambes, donc je pourrais marcher. Et donc mon combat, dès que j'étais réveillée pour 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, c'était d'essayer de bouger ses doigts de pied. Mais je les sens pas, mes doigts de pied. Donc, eh ben, c'est pas facile de bouger tes doigts de pied. On sait pas où ils sont, les jambes, on sait pas où elles sont. Il n'y a pas la liaison, on va dire. Mmh. Mais vu que j'avais rien d'autre à faire, j'ai essayé tout le temps. Et de toute façon, je voulais marcher parce qu'avec un bras, on peut rien faire en fauteuil roulant. C'est pas compliqué, à part tourner en rond. et c'est devenu une obsession, le Oui, fait de vouloir, remuer d'abord, de vouloir, remuer d'abord un orteil, puis, le pied, puis la cheville, ça a vraiment été une œuvre de longue haleine et ça a représenté un travail à temps plein. oui. Bah, c'était un travail à temps plein entre chaque sieste parce que j'étais en mauvais état et j'étais droguée par plein de médicaments. Mais entre chaque petit réveil, j'ai essayé de bouger mes doigts de pied. Mmh. Et ça a fini par marcher. Voilà. Et tu étais la seule à y croire parce que les soignants, aussi compétents, soient-ils, étaient extrêmement, pessimistes. Alors les soignants n'y croyaient pas parce que bah, ils ont vu les radios, ils ont vu les IRM, ils ont vu tous les. Et c'est normal en fait. Enfin, ils ont fait leur travail et ils ont fait ça très bien. Par contre, mon mari, il voulait me croire, et mes enfants aussi, et mes amis aussi. Soit dit en passant, voilà, il y en a pas mal aussi. Et donc, enfin, j'étais soutenue, et oui, j'étais soutenue par mes amis et ma famille. Voilà. Et l'un des soignants, disait, c'était l'ergothérapeute, je crois, qu'il avait 30 ans d'expérience, qu'il avait vu des milliers et des milliers de patients et Sylvie, Voilà, parce que parce que c'était un cas unique, dans ses annales. il a convoqué Eric en lui disant, il faut raisonner Sylvie parce qu'elle est sûre qu'elle va aller au Mont Blanc, elle est sûre qu'elle va marcher, et le jour où elle va se rendre compte qu'elle peut pas faire ça, elle va tomber en dépression. Et donc Eric était bien embêté parce que eh ben, il voulait me croire, mais il devait aussi croire le docteur, ce qui est logique. Et ben voilà, donc il m'en a parlé. J'ai compris pourquoi mon ergothérapeute comment dire, repoussait toujours les questions que je lui posais. Et tout compte fait, mon ergothérapeute, parce que maintenant j'appelle mon ergothérapeute, il a participé à l'ascension du Mont Blanc avec un grand mea culpa. Et voilà. Et donc il a dit, j'ai 30 ans de carrière et Sylvie. Sylvie, c'est moi. Voilà. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure, un break, Renault que je lui avais vendu il y a une vingtaine d'années, Et en plus, il a vendu la voiture. donc dans lequel il a pu mettre tout le matériel pour aller ensuite au Mont Blanc. Voilà, exactement.
Voilà. Mais ce qui est aussi, intéressant, c'est, ce rapport au temps parce que, dans ce long chemin de résurrection, on peut appeler ça comme ça, là, dans un centre de soins de suite et de rééducation, le temps passe, d'une façon très différente. Mmh. Les journées se ressemblent et ce sont à chaque fois des moments Mmh. très difficiles, très pénibles parce que non seulement il y a les progrès qui sont très limités, qui se font au jour le jour, mais il y a aussi la douleur. Mmh. Bah, c'est long. En fait, le Sanselmoz, là, c'est l'école de la patience, surtout pour quelqu'un d'impatient comme moi. Mais il y a pas le choix, donc soit on devient fou, on déprime, soit bah, voilà, on essaye on garde le moral, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on garde le moral et puis on se dit que, enfin, voilà, il faut se bouger, il faut y aller, ça va faire, on va y arriver. Et il y a dans un centre comme celui-ci, j'imagine, la recomposition d'une vie, sociale avec, d'autres personnes handicapées et tout le monde parlant le même, langage. Bah, ouais, c'est vrai qu'on est tous, «cassés» entre guillemets, donc il y a une bonne ambiance parce que personne fait forcément attention, qu'il manque un bras, qu'il manque une jambe, qu'on a le pied dans le plâtre, qu'on a l'œil qui louche, tout ça et ça fait une famille sympa. C'est vrai qu'on se fait des amis, et puis ça devient la résidence principale, tout compte fait. C'est là qu'on habite pendant 2, 3, 4, 6 mois pour moi, plus encore après un an en hôpital de jour, donc tous les jours de 9 heures à 6 heures. Mais oui, ça devient une grande famille et ça devient sympathique, agréable. À partir du moment où on peut sortir de sa chambre, le temps passe beaucoup plus vite. L'école de la patience, ça me nuise un peu quand même, ça se passe mieux. Et on a l'impression que le mot solidarité a vraiment un sens, que ce n'est pas simplement un argument pour, un programme électoral. Enfin, je veux Ah oui, dire, il y a c'est sûr. on voit bien, un patient, qui avait 2 fauteuils roulants, on a gentiment proposé un autre, pour, justement donner plus d'autonomie, Oui, donc il y a un patient qui m'a prêté son fauteuil roulant électrique. Et puis aussi la solidarité, c'est tous les amis qui sont venus tous les jours. Je suis restée 6 mois enfin 6 mois sans Selmouz, mais plus encore un mois d'hôpital. Et tous les jours, j'ai eu de la visite quand même. Et ça, c'est une sacrée solidarité. Et puis il y a eu la solidarité à la maison avec Jean-Jacques et Michel qui sont venus tout de suite s'installer, garder les enfants, avec les amis qui ont amené du bois pour se chauffer pour l'hiver, avec mes parents qui sont venus, ma sœur qui est venue. Enfin, ouais, il y a eu les gens du village qui sont venus faire le ménage dans ma maison avant que je revienne. Et waouh, tout ça, c'est une sacrée solidarité, c'est super. et comment la famille trouve-t-elle sa place dans cette nouvelle organisation de la vie familiale? Parce que tu l'as Mm, dit tout à l'heure, la vie à l'hôpital, devient, la norme mm. et les soignants, font partie intégrante de l'univers, quotidien, donc ça recompose une nouvelle forme, de famille, si l'on peut dire et souvent on a pu constater des tensions ou des difficultés de communication entre la famille d'une part et les soignants d'autre part, chacun pouvant, éventuellement, s'approprier une relation privilégiée avec la personne, malade, en l'occurrence avec la personne handicapée. Il n'y a Euh, pas eu de problème? alors moi, j'ai pas eu de problème entre les soignants et la famille, on va dire. Par contre, quand on rentre à la maison au bout de plus de 6 mois de pas là, et que la maison, tout compte fait, elle a tourné et que les enfants ont vécu et grandi, et enfin voilà, la vie continue. Il faut que tout le monde retrouve sa place, tout compte fait. Et Parce que pour les places changent, voilà ce qui est normal. et pour les enfants, il n'y a pas eu, trop de difficultés, de souffrances morales, d'angoisse, d'adaptation psychologique, Mm. pendant ce temps? Ils ont pu continuer leurs études, de façon, fluide, ou Alors, est-ce que ça les a j'ai eu de la chance perturbés? d'avoir des super enfants, mais oui, ils ont bien continué. Après, c'est sûr que ça les a marqués. Ils en parlent pas trop, mais c'est pas forcément des bons souvenirs pour eux. Non, c'est pas des bons souvenirs du tout. Mais voilà, ils ont réussi à avancer avec et je crois que maintenant ils vont bien. On peut poser la question à nos amis proches là, mais ouais, pour la petite, ça a été difficile parce qu'elle avait que 11 ans. Mmh. Et puis elle aimait bien faire beaucoup de bêtises et donc elle a fait sa crise d'adolescence un peu en avance, on va dire. Par contre, Robin, il était déjà en première et bien carré, bien posé, donc il a pris beaucoup sur lui. Mais Camille et Robin vont très bien, voilà, donc c'est le principal. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors,
Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est celui des stigmates corporels de l'accident, avec cette amputation donc du bras droit qui a donc amené à recomposer complètement, les habitudes de Mmh. vie et ne peut, cela a forcément un impact, sur, le regard que les autres peuvent porter sur, la personne avec, à la fois probablement, des remarques, des propos, inappropriés, des Mmh. regards qui se détournent, comment est-ce que vous avez vécu cela? Alors en fait, on m'a proposé une prothèse pour faire joli, une prothèse esthétique. Donc en fait, un bras avec un coude qui bouge pas et puis, une fausse main au bout qui bouge pas et donc on m'a fabriqué ça et je l'ai mis pendant, 1 semaine et ça m'a sérieusement énervée parce que ça a fait un truc qui pendouille, au bout du bras et qu'on peut rien faire, qu'on se cogne avec, qu'on peut rien tenir et voilà et puis, le regard des autres, ça me dérange pas parce qu'en fait, oui, les gens regardent, voilà. Les gens regardent, mais bah, voilà, de toute façon, je suis comme ça, donc ils peuvent regarder, ça me dérange pas et puis, il y a les petits enfants qui sont marrants, qui viennent voir, qui disent: «Hey, il est où ton bras? Qu'est-ce que tu as fait de ton bras?» et bah, voilà, je trouve ça mignon, ça dérange les parents, mais moi, ça me dérange pas et puis, oui, il y a quelques réflexions d'adultes, il y en a une qui dans le livre, un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, là, genre Père Noël, qui m'a demandé, enfin qui m'a dit un jour: «Mais madame, vous avez perdu quelque chose» et donc jusqu'à ce que je réalise au bout de 5 minutes que c'était mon bras. Bon, après, c'est pas grave, ça fait des petites anecdotes rigolotes et enfin, moi, j'y prends du bon côté. De toute façon, je suis comme ça, donc je vais pas me cacher et je vais pas vivre dans une cave parce qu'il me manque un bras. Si ça plaît pas aux gens, en fait, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas eux à qui il manque un bras, c'est à moi. Mais cela montre bien le poids des mots, et l'impact que peut avoir, un regard, qui, se voudrait compatissant et qui en fait est stupidement apitoyé, souvent. Ouais, c'est des regards apitoyés. Il y avait une vieille dame aussi dans un supermarché et puis elle m'a regardée passer, puis elle a fait: «Oh là 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 là» et voilà. Elle était toute en pitié pour moi, la pauvre dame, mais bon, je sais pas quoi répondre à ça, moi je réponds rien. Non, je crois qu'il faut rien répondre, Voilà, mais c'était presque amusant. je n'ose pas raconter d'autres anecdotes dans d'autres domaines, mais oh, je pense que Godefroy pourra couper. Mais c'est peut-être indécent ce que je vais raconter, mais une personne me dit un jour, qu'elle avait, rencontré une amie qui voulait vraiment se montrer éplorée vis-à-vis d'elle et qui lui dit, vraiment, «On ne dirait jamais qu'on t'a enlevé un sein» et la personne a répondu: «Eh ben toi, on ne dirait jamais que tu en as 2. Et je pense que cette anecdote, montre bien que les personnes, qui ont été malades ou qui ont été, traitées ou qui sont handicapées, veulent, vivre pleinement et veulent garder, une place, entière dans la société. Bien sûr. Mais on est des gens normaux, alors j'ai besoin d'un coup de main pour monter ce truc géant qu'on m'a offert là, par exemple, mais sinon à la maison, bah, voilà, je me débrouille toute seule et alors j'épluche plus les carottes, tant pis, mais c'est pas grave, c'est pas si mauvais en fait, les carottes pas épluchées et puis voilà, on se dépatouille en fait, on fait, il faut mieux, puis ça passe pas si mal que ça, en fait. Nous, on avait un garagiste au plateau qui était manchot, hein, et qui, faisait, vraiment, tout, et il utilisait beaucoup ses dents. Oui et moi j'utilise beaucoup mes dents aussi et avec le covid, c'est plus embêtant et puis, ouais, le jour où je serai vieille et que j'aurai plus de dents, ça sera embêtant aussi. Et alors donc, lors de ce chemin de longue impatience là, à Saint-Selmoz, il a fallu donc, réapprendre les gestes de la vie courante et puis surtout, s'adapter à des prothèses pour, justement, s'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Et est-ce que dès lors que l'on parle de prothèse, il y a toujours un sujet qui est sous-tendu, qui est celui de la prise en charge de ces appareillages? Mmh. Alors, quand je suis sortie de la réanimation, on m'a dit: «On vous a coupé un bras, mais vous inquiétez pas, vous aurez une prothèse».
Voilà, donc après, ça met du temps à cicatriser, à se former, voilà. Et puis, il y a eu un moment où c'était bon. Et donc, on m'a dit, on va vous faire la fameuse prothèse esthétique pour que ce soit joli. Et moi, je leur ai dit, mais enfin, je ne sais pas quoi faire d'une prothèse esthétique. Si j'ai une prothèse, c'est pour tenir des choses. Et puis, j'arrivais pas vraiment à marcher, mais je leur disais, je veux une prothèse pour faire du vélo, pour grimper, pour faire du ski de rando, enfin, plein de trucs qui étaient impossibles à faire à ce moment-là. Et ils m'ont dit: «Non, non, non, il faut commencer par une prothèse esthétique», donc celle qui a duré une semaine. Et puis après, je suis retournée voir les prothésistes parce que je marchais un peu mieux et puis, je voulais recommencer à grimper. Donc je leur ai dit: «Eh mais j'aimerais faire une prothèse pour faire de l'escalade et du vélo». Et donc là, ils m'ont dit: «C'est pas dans le catalogue». Effectivement, c'est pas dans le catalogue. Donc ça, voilà. J'ai de la chance d'avoir un mari bricoleur avec un collègue de travail qui m'ont bricolé cet engin-là. Ça, c'est la prothèse pour grimper. Et il y en a une autre pour faire du vélo qui va pas mal du tout. Et puis, il existe aussi des super prothèses bioniques où, en contractant les muscles, en fait, chaque contraction permet, par exemple, d'ouvrir la main ou de faire ce mouvement-là ou ce mouvement-là. Voilà. Donc, je me suis renseignée pour avoir une prothèse comme ça. Et donc, on m'a dit que j'avais 4 contractions possibles, donc 4 mouvements, ce qui est pas mal. Mais alors déjà, le coude, ils savent pas faire, donc ça serait un coude fixe, donc c'est pas pratique. Ensuite, quand même un tout petit détail, qui m'a rebuté à tout jamais, c'est que le moignon est trop long pour pouvoir mettre le coude, parce qu'après j'aurais le coude trop bas, donc il faudrait recouper un bout du moignon. Donc voilà. Et la dernière chose qui m'a fait refuser tout de suite aussi, c'est que ça coûte 80 000 € et que la sécurité sociale a dit que mon dossier n'était pas accepté. Mais j'ai pas insisté parce que de toute façon, je veux pas qu'on m'en coupe un bout. Voilà, donc eh ben, j'ai une prothèse bricolée et puis pour les gestes de la vie quotidienne, eh ben voilà, ça va pas si mal que ça. Parce que l'objectif, 1er, c'était de repartir en montagne, de Oui. regrimper, de faire le Mont Blanc et donc j'imagine qu'il fallait quand même avoir un certain ce type d'appareillage? Non, mais je suis allée au Mont Blanc comme ça, là, parce que il y en a pas forcément besoin pour aller au Mont Blanc. Mais ça m'aurait aidé d'avoir un bâton. Mais voilà, Alors il y a pas. justement, comment s'est passée cette première ascension, au Mont Blanc? En fait, ça s'est fait en 2 fois. Ça s'est fait une première fois avec Philippe, mon ergothérapeute, qui est en vacances, c'est pour ça qu'il est pas là d'ailleurs. Et, Doumé, donc Doumé, c'est un guide de haute montagne que je connaissais d'avant parce que dans ma vie encore d'avant, j'étais aspirant guide aussi. Donc j'avais déjà travaillé avec lui. Et, et en fait, je l'ai rencontré sur la terrasse du refuge du requin, pour ceux qui connaissent. Et donc il m'avait pas revu, il savait pas que j'avais eu l'accident. Et je lui ai dit, hey, j'aimerais aller au Mont Blanc, est-ce que tu m'emmènes? Et il m'a dit oui tout de suite. Et il a presque regretté parce que quand je me suis levée pour aller récupérer mes skis, qui étaient 50 mètres plus loin, Eric devait me tenir pour marcher sur la terrasse parce que j'arrivais pas à tenir debout toute seule. Donc il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je l'emmènerais au Mont Blanc et elle sait pas marcher. Bref. Mais il y a quelques mois qui se sont passés entre les deux et donc on a fait un premier essai à ski en passant par la traversée du Mont Blanc et on s'est arrêté à 4 300 mètres parce qu'il y avait du mauvais temps. On était dans le brouillard, donc on a pris un échappatoire par les Rochers Rouges, pour ceux qui connaissent. Et on est redescendu dans la vallée. Donc là, il m'a fallu à peu près un mois pour récupérer parce que j'étais dans un état lamentable quand même. Mais par contre, je savais que je pouvais y aller parce que 4 300 mètres, 4 800 mètres, bon, enfin, ça reste quand même, mais voilà, je savais que je pouvais y aller et voilà, que l'objectif était presque atteint. Et donc, non, un mois plus tard, on a fait la deuxième tentative jusqu'au sommet pour de vrai ce coup-ci, toujours avec Doumé et puis aussi Eric qui était là et Robin, mon fiston. Et ce coup-ci à pied aussi par la traversée des Trois Monts Blancs. Le sommet, bah, c'est un peu difficile à raconter, mais voilà, c'était 3 ans et 4 mois, du coup, pas 3 mois, 3 ans et 4 mois de combat et ouais, et un sacré, comment, je sais pas comment exprimer ça, Une mais certaine ivresse? ah bah, une grande ivresse et puis bah, un hymne à la vie, tout compte fait. Parce que voilà, réussir l'objectif qui m'a permis de sortir aussi de cet hôpital. Bon, après, il fallait trouver un objectif, c'était celui-là, mais voilà, l'objectif était atteint. Et c'est pour ça que c'est ma troisième vie qui commence à partir de ce moment-là, parce que tout est de nouveau ouvert, tout est de nouveau possible. Si je peux aller au Mont Blanc, je peux refaire plein de choses. Voilà.
je peux de nouveau aller en montagne, je peux faire du ski, je peux profiter de la vie, je peux vivre normalement, j'ai plus besoin d'être à Saint-Selmoz et voilà, c'est la Et vie qui reprend. et là, maintenant, la récupération est pratiquement totale? Non, Non, pas du tout. mais ça récupère Mais ça encore. récupère encore parce que, au point de vue autonomie, la marche se fait de façon. Ben, autonomie à plat, sur du chemin facile, a priori, ça se voit pas que Mmh. j'ai des problèmes. Mmh. Mais dimanche, on était avec Eric c'était de la rando, mais très alpine, sur un petit sentier super raide. Et je lui ai demandé de m'encorder parce que si je tombais, Mmh. ce coup-ci, on parlait plus de moi pour de vrai. Et, euh, et voilà, et j'ai des pertes d'équilibre. Donc, parce que je sens toujours pas mes jambes. Mmh. Donc sur un sentier qui est large comme ça, qui est raide comme ça, qui arrive un moment où c'était pas mal d'être encordé quand même. Parce que je pense que je vais mettre mon pied là et tout compte fait, je vais le mettre là et dans ces cas-là, ça va pas. Alors, C'est mécanique, c'est pensé en fait, chaque mouvement est pensé. Il faut mettre le talon, il faut déplier le pied, il faut poser la pointe. Je mets la pointe de la jambe qui est derrière, il faut que je remette le talon de l'autre jambe et c'est pensé. Et quand je pense pas correctement, je marche pas correctement. sois concentré. Ouais. Alors, maintenant, quand c'est facile, j'arrive quasiment normalement. Mais dès que c'est un peu compliqué, il faut vraiment penser, ouais. C'est une concentration permanente sur la marche. Ouais. Et comme je disais à Eric dimanche, quand je lui ai dit: «Eh, tu peux m'encorder?» Il m'a dit: «Si tu veux», puis il me dit: «Mais t'arrives très bien». Je lui dis: «Ouais, mais je suis fatiguée de penser à pas tomber, à réfléchir où je dois mettre le pied». Mon cerveau était fatigué, j'en avais marre de trop réfléchir et après il m'a encordé, donc j'avais moins besoin de penser Alors à pas tomber. alors il y a une illustration, de ce que tu viens de dire avec, un film qui a été tourné peut-être sur les aiguilles marbrées, probablement? Je sais pas, là, ça Non, dépend c'est lequel, mais il y a c'est les les deux. chaiseries. Les 2. Mais même les chaiseries, il est mieux, non, avec, Voilà. donc les chaiseries, c'est au-dessus d'Argentière, donc à côté de Chamonix. C'est une petite voie d'escalade qui fait 250 Approchez-vous un mètres. peu, vous verrez mieux. Et c'est les éditions Guérin qui ont demandé à faire ce petit film Donc, ça a été réalisé par David Oteman au Théman de TV Mountain. pour les éditions Guérin. Vous voulez pas vous approcher, non, vous voyez? Sinon, vous pouvez déplacer un banc. Il y a de la Les place, là. chaiseries, alors. Les chaiseries, ouais. Donc, donc là, vous allez voir, si vous voulez, l'ambiance générale et puis un petit peu comment ça se passe pour Sylvie. Et dans la deuxième vidéo, qui fait 10 minutes aussi, là, c'est un petit peu, le réalisateur, David, a mis un peu plus en valeur justement ces problèmes de chercher de prise de vue. De prise de... Attends, attends, bouge pas. Alors, on est là dans ce super décor parce que le 13 mars 2015, je suis passée sous un convoi exceptionnel de 44 tonnes avec ma moto. Et donc, le résultat, c'est un bras en moins. Il y avait le genou pété, j'avais 12 côtes cassées, les 2 poumons perforés, et puis surtout 3 vertèbres de cassées et la moelle épinière de touchée. Donc, quand je me suis réveillée au bout d'une semaine de coma, le docteur m'a dit m'a annoncé le verdict et m'a dit que je remarcherais plus. Et moi, je me suis dit, cause toujours, j'irai au Mont Blanc. Et voilà. Et donc, je voulais grimper, je voulais aller au Mont Blanc, je voulais marcher, je voulais vivre normalement. Alors là, je vais mettre ma prothèse. Et donc, je mets la chaussette, la capote, qui colle au moignon. Voilà. Et puis après, la super prothèse, bricolée par Eric, ici présent. Et voilà. Alors, D'un point de vue des gaines, t'as ce qu'il faut, Philippe? J'en ai 13, ouais. et voilà. Et donc, un grand coup de volonté et d'avoir envie d'y aller. On est là aujourd'hui et c'est super.
Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Impatiente, qui sortira donc aux éditions Guérin, qui raconte mon histoire donc de l'accident au Mont Blanc. La rééducation, ça s'est passé à grands coups de volonté, parce que les médecins disaient que je pourrais jamais marcher. Et moi, je leur disais, si, j'irai au Mont Blanc. Et donc, on m'a un peu pris pour une tarée, mais voilà, c'est vraiment un grand coup de volonté. Je vais y aller, je veux y aller et j'irai. Et donc, ben, mes jambes, je les sens pas. Et donc, la marche, c'est plus automatique, c'est mécanique. Chaque mouvement est pensé et réfléchi, et chaque mouvement est réappris aussi. Un mouvement que je connais pas, j'arrive pas forcément, il faut que je le réapprenne. Et ouais, donc pousser sur les jambes, c'est compliqué. Et voilà, chaque mouvement est difficile. L'équilibre est difficile aussi. Des fois, je pars en arrière ou je bascule sur le côté, je sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, il me manque un bras, mes jambes, et vu que là, le genou, en fait, sous le camion était à angle droit comme ça, il n'est pas en bon état du tout, donc il fait un peu ce qu'il veut aussi. Et dans le cadre, ça va. Et surtout, on est bien là et on est content. Il faut mettre le pied ici. Et puis, ah ouais. Ah oui, c'est là que Florian est ici. Pas pour les pieds. Hop. Ah, pas de problème. Mal. Alors, Sylvie a la forme aujourd'hui, hein. Ça, c'est formidable. Eric, il a enlevé son nœud. Un peu choisi, puis après, Laurence, elle lui dit, mais t'es plus encore des halles. 53, on avait 22 à l'époque. Sylvie en a 49 aujourd'hui, ouais, c'est ça. On s'est connus à l'UCPA en fait. On voulait faire guide tous les deux. On était à Essai à l'époque à Argentière. Et donc, le contact est tout de suite super passé parce que Sylvie, c'est une personne extraordinaire qui a toujours la banane, toujours le sourire. Et moi, j'ai eu plaisir beaucoup à grimper avec elle. Et puis, on a fait des belles voies dans le Mont Blanc pour se préparer à la SPI, notamment le pied Gervais-Suti au Tagul. C'était un super souvenir à la journée. Puis, la fasseuse des Petits Duras. On s'est pris l'orage en haut. Pour redescendre, c'était pas piqué des verres. Et voilà, puis notre amitié a toujours perduré. On a grimpé plusieurs fois ensemble. Après, nos chemins se sont un peu séparés. On est toujours resté en contact parce que Sylvie est aussi une musicienne. Elle jouait beaucoup de clarinette et moi du piano. Voilà. Donc, on avait beaucoup de points communs ensemble. Donc, on est restés super amis. Et moi, j'apprécie énormément Sylvie pour son côté humain et sa richesse humaine. Et puis, toujours son côté, ce sourire qui vient vraiment de l'intérieur. Quand j'étais pas bien en tête, je me souviens, je regardais Sylvie avec son sourire, hop, ça me rassurait, ça me descendait, ça me détendait, puis j'arrivais à passer. Voilà, puis depuis l'accident, avant l'accident, on est allé au Dru avec le piano, avec Georges Déric aussi, un ami guide, et Sylvie était là, et heureusement qu'elle était là, parce que à un moment, j'ai dû passer en tête, genre j'étais malade, aux trois quarts de la voie, Sylvie a pris courageusement mon piano sur le dos. Et je lui dois une fière chandelle parce que sans elle, je n'aurais jamais pu arriver au sommet des Drues avec le piano. Donc elle faisait partie de cette aventure extraordinaire. Voilà, et puis Sylvie a fait ses courses aussi de son côté, son parcours.
etc. Elle n'est pas devenue guide parce qu'elle a fait autre chose. C'est très bien aussi. Et puis depuis cet accident, je la suis aussi, j'encourage. Et franchement, c'est une personne, ça ne m'étonne pas d'elle, hein, elle a une volonté incroyable. Euh, je pense qu'on pourrait s'en servir comme témoin dans toutes les écoles et tous les gens qui savent pas quoi faire de leur vie, parce que c'est un témoignage de vie extraordinaire, de volonté de vivre, de dépassement, même s'il y a des grosses difficultés, elle veut les surmonter et toujours dans la joie et la bonne humeur. Moi, franchement, elle m'épate. Pour l'avoir grimpé sur le rocher avec autant de joie et autant de volonté, de plaisir d'être là, tout simplement, partager un bon. Moi, je trouve ça génial. C'est- Ça paraît simple quand on la voit faire, mais je sais que derrière, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses en amont, il y a beaucoup d'entraînement aussi, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de difficultés à surmonter. C'est pas simple. Et moi, je lui tire mon chapeau. Moi, ce qui me tue, c'est que tu as gardé ta grâce de grimper. Ouais. On va retourner à la Martinson, c'est quand même. On peut aller faire la voie normale, hein, ça va. Ça va être sympa là-bas. C'est sympa. C'est quoi? Bravo. Allez. Bah oui, bah alors. Allez. Alors, je grimpe depuis l'année dernière parce qu'avant, j'avais pas assez de force dans les jambes pour grimper. Et puis, il fallait aussi trouver une combine pour faire un faux bras. Et donc, les prothésistes, ils ont pas ça dans le catalogue, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, on a bidouillé ce super bras. Puis, la force dans les jambes est un peu revenue, l'équilibre est un peu revenu. Et voilà, doucement, petit à petit. Alors, mes jambes, tant que je les vois, je sais où je les pose, mais mes jambes, je les sens pas parce que ma moelle épinière a été abîmée. Donc on peut me pincer, je sens pas, et je sens pas si mon pied est posé sur une marche ou pas, posé sur une prise. Donc tant que je vois mes pieds, je regarde bien où je les mets et j'essaie de bien poser et je pousse dessus. Et s'il y a un petit surplomb, un petit dévers, je vois pas mes pieds, je sais pas où il est, ça marche pas. Et chaque mouvement doit être pensé. J'arrive pas à monter la jambe juste comme ça, ou en réflexe de monter la jambe, ça marche pas. Faut le penser. Et tu le penses et ça marche. Et je le pense et ça marche plus ou moins bien. Ah, des fois, ça marche pas. Et même pour marcher. Et pour marcher, il faut aussi que je le pense. Et des fois, je tombe alors que j'ai pas de raison de tomber, mais parce que j'ai pas mis mon pied au bon endroit, parce que l'équilibre il est parti, parce que il y avait un petit caillou que je n'ai pas vu. Voilà, c'est bizarre. Donc c'est un super gros effort pour toi de Ouais. te déplacer. Marcher, grimper, même marcher sur le plat, marcher sur une route, enfin dans la ville, c'est pas simple. Faut faire attention au trottoir, faut faire attention aux trous, faut faire attention à tout. Et ça progresse. Et ça continue à progresser. Vraiment, ça. Bravo. Ça va? Bravo. Ouais, ouais. Je suis réveillée, le chirurgien m'a dit que je marcherais plus. Moi, je me suis dit, cause toujours, j'irai au Mont Blanc. Et en fait, ce cause toujours, j'aurais pu me penser, cause toujours, j'irai grimper aux chaiseries, j'en sais rien. Ouais. Mais là, t'as fixé la barre. du coup, bah ouais, mais ça te fait un fil conducteur et une carotte à attraper, quoi. Ouais. C'est génial, parce que tu te dis, ouais, bon, bah d'accord. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est hyper inspirant. Tout à fait. Ouais. Super, bon, bah, bonne continuation. Hein. Merci. Bravo. Voilà, je crois qu'il y a un deuxième message qui émane de ce film, c'est que si il est parfois utile d'écouter quand même ce que disent les médecins, il est toujours fondamental d'écouter ce que disent les personnes malades ou les personnes qui ont eu un accident, parce que, je veux dire, leur message, les informations qui nous sont transmises sont vraiment très, très importantes. Donc, il faut toujours s'écouter les uns les autres de façon à pouvoir
s'armer d'espoir. Et ce qui est vraiment très démonstratif dans ce film, c'est à la fois le côté positif, hein, qui Mmh. permet de rebondir et qui permet de revivre pleinement Je crois que c'est la passion, hein, aussi. et la passion. Mais le fait d'être positif et surtout de ne jamais se laisser aller, de ne jamais se laisser abattre et de toujours se dire qu'il y a une solution quelque part. C'est pas facile ça, hein. Des Ah fois, bah c'est un non, peu non, non. difficile quand même de se dire, «Allez, ça va aller». Tu pas le droit de perdre le moral, parce que si tu perds le moral, c'est foutu. Et puis, c'est important aussi de montrer que il y a toujours des difficultés à tenir des propos péremptoires ou des propos ou d'anticiper sur des choses négatives. Mmh. Je veux dire, tant qu'on n'est pas certain de ce qui se passe ou de ce qui se passera exactement. Mais j'avais demandé à un médecin pourquoi il m'avait annoncé que je marcherais pas et déjà il était étonné que je marche, mais en plus il m'a dit: «On préfère annoncer, le pire». Parce que si on dit de toute façon vous allez marcher et que vous marchez pas, la personne va dire: «Eh mais vous m'avez dit que je marcherais et puis j'arrive pas à marcher». Donc voilà. Bon, il était un peu surpris que je marche, mais voilà, même s'il s'était dit: «Tiens, peut-être qu'elle va marcher», il m'aurait quand même dit que je marcherais pas. Comme ça, au moins, si je marche, tant mieux. Ça sape le moral quand même, au départ. Ouais, non, moi, ça m'a pas vraiment sapé le Non, moral non. parce que j'y ai pas cru, donc Oui, bah oui. Et il faut aussi se garder de donner de faux espoirs ouais, mais pour c'est aussi à le soignant. la personne de se battre, tout compte fait. Parce que c'est vrai que si on écoute que ce que disent les docteurs et qu'on fait que ce que nous disent les kinés et que ce que nous disent, enfin, que ce qu'on nous dit de faire, le message au départ pour moi c'était pendant 2 ans, faudra y aller doucement et après on pourra progresser un peu plus. Et l'autre message qu'on entend, c'est que la plus grande rééducation on l'a fait pendant les 2 premières années. Donc je fais quoi si pendant 2 ans il faut faire doucement et que de toute façon c'est là où il y aura la meilleure rééducation et que après il faut commencer à se bouger. Enfin ça tient pas la route quoi. Mais pour moi ça a toujours été c'est maintenant, on y va. Et mes 2 kinés que j'avais à Sens-Elmoz là, elles étaient super. Au début elles se sont dit ah, mais elle est complètement tarée cette nana. Mais très vite elles ont marché avec moi, enfin marché. Elles sont allées dans ma direction et disaient tu veux marcher, bah marche, mais tu vas aller au Mont Blanc, mais vas-y. Et ouais, c'est bien, elles étaient toujours dans mon sens. Et je leur disais, allez, on va faire ça. Ok, bon, ben, on y va. On sent très bien dans ce livre-là, Impatiente, dans la collection Guérin de chez Paulsen, hein, qui s'est fendu d'un très beau poster. On sent très bien toute la dynamique d'équipe qu'il peut y avoir derrière cette aventure, une Oui. aventure hors norme, hein. Mais non, mais c'est vrai que toute l'équipe médicale a toujours été super sympa. Et ben, il y a monsieur le directeur de Sens-Elmoz d'ailleurs qui arrive maintenant qu'on fait des éloges. Voilà, oui. Et ouais, et sans eux, ben, j'y serais pas arrivée non plus. C'est un tout, mais l'équipe est jeune et dynamique et Oui. ouais, c'est important. Et ce qui est difficile, c'est que pour les soignants, quelle que soit leur profession, hein, je veux dire, ils sont soumis à des situations qui se répètent au fil des jours, au fil des années, etc. Mais la personne malade ou la personne handicapée est unique. Donc, c'est son combat, hein, et c'est aussi quelque chose de tout à fait particulier parce que chacun, finalement, est maître de son propre destin. Ouais, mais moi, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est que chaque personne soignante, donc infirmier, docteur, les kinés, l'ergothérapeute, tout le monde, j'ai l'impression que chaque malade enfin, oui, j'arrive pas à m'expliquer, mais ils prennent en compte chaque personnalité. Et ben, mes kinés, que je connaissais quand même très bien, elles me parlaient pas de la même manière à moi, elles s'occupaient pas de moi de la même manière qu'à une dame de 80 ans qui venait pour un genou, il fallait lui parler plus doucement et on n'avait pas la même relation, c'est normal. Donc je pense que, enfin, pour les soignants, chaque patient est particulier. Et pareil, les infirmières, elles n'ont pas le même contact avec une personne toute cassée comme moi qui a le moral, ou avec une mamie qui dit oh là là, de toute façon, je veux plus vivre. Enfin, on parle pas de la même manière, quoi. Oui, puis le Mont Blanc à 80 ans, ça paraît quand même un petit peu exagéré. Ouais, mais si la mamie a le moral, Mais si elle a c'est le jamais. moral, on peut y aller. Puis on peut avoir une pensée pour Marc Battard, qui a le projet de faire l'Everest sans oxygène à 70 ans et qui là actuellement a eu un pépin de santé
et qui pense bien à nous, et donc on peut avoir une pensée pour lui parce que lui aussi c'est un battant et qui est vraiment animé par une volonté d'aller toujours plus haut, toujours plus vite en ce qui le concerne, et dans des conditions souvent extrêmes. Et là, on sent bien dans ce livre tout ce que peut apporter à la fois l'ensemble des professions d'un hôpital, que ce soit un hôpital général comme celui d'Annecy ou que ce soit un centre de rééducation comme celui-ci. Je veux dire, c'est vraiment tout un ensemble de soignants qui se mettent ensemble avec un projet qui est le projet individualisé, le projet personnalisé pour une personne qui est unique et qu'il faut aider du mieux qu'on peut le faire. Et c'est ça qui est assez formidable, c'est de pouvoir donner à la personne qui en a besoin le sentiment qu'elle est unique et qu'elle est l'unique objet de nos préoccupations quotidiennes. C'est à peu près ça. Mais ça va de la femme de ménage au grand docteur, hein, tout compte fait. Mais c'est vrai que chacun prend soin de chaque patient à sa manière et tout le monde est en contact parce que si on demande à l'aide-soignante, enfin n'importe quelle question, est-ce que je peux voir le docteur? Parce que 5 minutes après, il y aura le docteur. Et enfin, ouais, je trouve vraiment que tout le monde est beaucoup en contact. Et oui, enfin, tout est lié. Parce qu'il y a aussi la nourriture, enfin voilà, les repas, mais tout le monde ne peut pas manger tout. Et puis, c'est le docteur qui va décider, qui va mettre tout le monde au courant. C'est une sacrée organisation, hein. Oui, parce que Heureusement qu'ils sont là. il y a les soins, mais aussi il y a l'environnement du soin. Oui. Et dans le temps, enfin moi ça fait 40 ans que que j'habite au plateau, et alors ça fait dans les premières années où j'y habitais, il y avait carrément un guide gastronomique des différents établissements de santé. Alors il y avait les bonnes tables, il y avait les tables moyennes, les tables qui devaient s'améliorer, les établissements simples mais confortables, les établissements chics. Donc à Sanselmo, c'était une bonne table, on a Ah, pris moi, du je poids. suis très satisfaite de Saint-Selmoz. Il paraît qu'on mange moins bien maintenant que quand j'y étais. C'est mieux. Ah bon? C'est moins bien. Je sais pas, on mangeait bien, c'est pas. Bon, c'était pas gastronomique, mais enfin, moi j'ai toujours trouvé. Au début, de toute façon, je mangeais que de la purée, donc voilà. Mais après, j'ai toujours trouvé que c'était bon. Non, franchement. Et ce que j'aime bien à Saint-Selmo, c'est que c'est là-haut sur le plateau et ça va bientôt déménager vers le bas. Après, c'est mon avis, mais pour les gens qui sont patients là, d'être, surtout quand ils aiment la montagne, mais d'être dans la montagne, c'est plus motivant. Voilà. Puis quand on peut sortir de sa chambre, on a le bon air d'ici, c'est d'avoir l'air d'en bas. Mais bon, je comprends que Saint-Selmo soit vieux. Si la, pu- Ça se changer. Oui. si la purée était faite selon la recette de Rebuchon, c'était certainement très bon. Je sais pas, j'ai trouvé ça bon, hein. Franchement, j'ai rien à redire. En tout cas, je pense que ce qui est vraiment fondamental pour le moral des gens, c'est l'environnement du soin, et puis surtout l'univers dans lequel les personnes peuvent se recomposer leur propre univers et organiser leur propre avenir. Je pense que c'est important de pouvoir à un certain moment se sortir des soins, même si dans ce parcours, il y avait vraiment l'obsession de toujours aller faire des séances de kinésithérapie, etc. Mais il y a quand même aussi tout le reste, parce qu'en dehors des soins, il y a quand même une vie qui doit s'organiser. Non, mais c'est ce que je disais avant, c'est que quand on peut sortir de sa chambre, on est dans la grande salle de rééducation et on rencontre du monde et on se fait des amis et c'est super important parce qu'on se refait une vie sociale. Et le cadre de vie, là, face au Mont Blanc, ça apporte quelque chose pour la personne Alors, hospitalisée? pour quelqu'un comme moi qui adore la montagne et qui était au premier étage et qui pouvait pas bouger de son lit, je savais que le Mont Blanc était pas loin, je pouvais pas le voir. Donc ça, c'était frustrant au départ, hein, quand même. Mais après, quand j'ai pu, avec mon fauteuil roulant électrique, monter sur la terrasse tout en haut, qui est fermée maintenant d'ailleurs, et voir les montagnes, c'était bénéfique, ouais. C'était vraiment très bénéfique. Et bénéficier aussi de la vie au plateau, Bah, quand on peut sortir, ouais, tout compte fait. Après, même maintenant, il y a le Covid, mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc, avec mon petit fauteuil roulant, là, je pouvais aller boire le café au petit bar d'à côté. Bah, c'est la vie sociale, tout simplement. Il faut ressortir, faut juste revivre, en fait. Ouais. C'est ça qu'on n'arrive pas forcément toujours à comprendre, c'est que la vie ne s'arrête pas. Oui. Et que effectivement, eh bien, la roue tourne, et que les personnes malades ou les personnes handicapées ou les personnes en rééducation font partie intégrante de la société. Ouais, mais enfin, je sais que le printemps de mon année enfin, quand j'étais hospitalisée, je l'ai pas vu passer parce que
D'abord, j'étais à l'hôpital et puis après, j'étais à Saint-Selmoz, mais je pouvais pas sortir de ma chambre. Donc le printemps, je l'ai pas vu. Et la première fois que j'ai pu sortir, c'est Eric qui a poussé le fauteuil roulant et juste ressentir l'air extérieur et le vent. Waouh, c'était magnifique. Oui, Mais Annie? essentiellement, tu as servi, comme tu as progressé très vite, les gens aussi, tu as motivé beaucoup de personnes. Il paraît. C'est important de le dire aussi. Oui, il paraît que j'ai motivé plein de monde. Je vais refaire un retour à chaud. Pardon? Je peux permettre de faire un retour à chaud. Ah bah, Oui, bien sûr. D'une part parce que j'ai eu la chance de bosser quelques jours, enfin, on a échangé. Moi, j'ai lu le bouquin avant tout le monde, même. D'abord, c'est un bouquin à mettre dans toutes les mains, vraiment. Et alors, en plus, moi, on en a parlé avec les équipes et ils vous attendent de toute manière parce que il faut les mettre entre les mains de soignants parce que votre témoignage, un témoignage de patient, et il y a des choses qui sont dites que personne ne nous dit en tant que professionnel, et donc c'est extrêmement important d'avoir la vision des choses parce que du coup, ça fait cogiter tout le monde sur la position, en train de se dire mais oui, est-ce que j'aurais dû, ce que je fais, comment est-ce que je vois mon métier maintenant, donc ça change beaucoup de choses. Et puis j'ai des patients, on a commencé à en parler donc au sein de l'établissement, donc je pense qu'on en a parlé aussi très brièvement hier, on a fait un échange un peu pour venir un jour sur Sancelles et puis faire un peu une séance sur Sancelles. Et les patients, j'étais tout à l'heure avec un patient qui tout à l'heure, parce que je suis à ce temps-là, avec un patient qui a vécu une autre histoire, un accident travaux publics, gros accident, il s'est pris une énorme pelleteuse sur les jambes pour lui, c'est fini, c'est terminé, là. Il m'a dit quelque chose que j'ai retrouvé dans le livre. Et il m'a dit, en fait, là, je sens qu'il y a une deuxième vie. Je fais non. Je dis là, vous commencez votre deuxième vie, mais vous verrez, il y en a une troisième. et parce que c'est ça, quoi, en fait. Et je dis, perdez jamais de vue votre objectif, son objectif à lui qui m'a donné. Et j'ai dit, voyez, votre troisième vie, elle commence là, comme si la vie, elle a commencé au Mont Blanc. Et je trouve que c'est une très, très belle expression. Et c'est un très, très, très beau livre. merci. Je crois que quelles que soient les aventures qui nous frappent et quels que soient les problèmes que l'on rencontre, il y a toujours un chemin quelque part. Et je pense que c'est à chacun de pouvoir trouver son propre Everest, Oui. ou en l'occurrence son propre Mont Blanc. Oui. Mais chacun met le curseur là où il estime devoir le mettre. Et C'est pas forcément un curseur, c'est une envie. oui, une envie, voilà, c'est une ça. envie de s'en sortir. Mais bon, c'est pas forcément le Mont Blanc, mais ça peut être aussi bien Plaine-Joux ou Ça peut être traversé. Mais voilà, je pense que tout ce qui amène la personne à accomplir son rêve ou son projet, je veux dire, c'est important. Je Oui. pense qu'il n'y a pas de hiérarchisation à avoir. Je renvoie là au livre de Jean-Marie Chauffat, là, La vie à pleine main, qui est le témoignage d'un jeune alpiniste qui a été frappé d'un cancer il y a une quarantaine d'années, et depuis 40 ans, il vit avec ça. Et alors qu'il était aspirant guide lui aussi, et son ambition était d'aller en Himalaya, ce qu'il n'a jamais pu faire, il dit très bien que, puisqu'il habite Belfort, le Jura suisse et il a le Jura suisse maintenant pour tout Himalaya. Et c'est voilà, c'était chacun non pas se réconforte, mais s'organise en fonction de ses possibilités et de la lucidité avec laquelle on accepte ses problèmes, ses handicaps, ses difficultés physiques ou psychologiques ou physiologiques. Ouais, mais je trouve que le plus important là-dedans, c'est le moral, hein, quand même. Oui, bien Tout ce que sûr. vous avez dit, mais enfin, je parle pour moi, mais la réussite, la guérison, elle est dans le moral. Après, il y a tout le reste qui se met autour parce que juste le moral, s'il n'y a pas les soignants, ça suffit pas. Mais les soignants sans le moral, ça c'est aussi superbe soit-il, ça ne suffit pas. Alors, pardon? C'est le mélange des deux, oui. Oui, bien sûr, oui. Ah bah, de toute façon, le moral, je pense, les ressources psychologiques d'une personne sont indissociables de ses réserves physiologiques. Je veux dire, je connais pas forcément bien le sujet, mais je pense que si on se laisse complètement aller, forcément, on a des difficultés à rebondir, quel que soit d'ailleurs le cadre de vie dans lequel on évolue. Moi, je pense que si on est positif, forcément, ça va mieux que si on est décliniste.
Ça, c'est bon pour les personnes malades, mais au niveau d'une société, c'est évident. Une société qui se laisse aller, qui est sans arrêt en train de gémir sur son sort, etc. Ce que dit très bien Sylvie dans son livre, c'est que on ne vit pas en se plaignant tout le temps. Hein. Ah bah non, Ouais, ça sert à rien. hein, je ne sais plus le mot exact. Ça embête les gens qui Ça viennent me dire embête les gens. Et surtout, ça coupe de la relation à l'autre. Ouais. Et on a besoin, je pense, dans ces situations-là, de pouvoir s'épauler, s'étayer sur, je dirais, un environnement familial stable et solide. Ce qui a été le cas dans cette Ça a été famille. le cas. Et puis tous les amis aussi qui sont venus me dire bonjour tous les jours quand même. Et ça, si un jour vous avez quelqu'un à l'hôpital, il faut lui dire bonjour, hein, parce que c'est vraiment important. Vous avez senti ce comportement d'évitement que l'on peut parfois, dont on a parfois la tentation face à une personne malade ou face à une personne handicapée? Ouais, mais C'est je la comprends bien parce que avant d'avoir cet accident, je savais pas comment parler à quelqu'un dans un fauteuil. Et puis j'ai deux, trois, enfin, entre autres, j'ai un ami d'escalade il y a bien longtemps qui m'a pas parlé pendant 2 ans. Et tout d'un coup, il a pris le téléphone. En fait, il répondait pas quand je lui laissais un message. D'un coup, il a pris le téléphone et il a parlé pendant une demi-heure. Et il s'est excusé et réexcusé. Et il m'a dit que, bah voilà, il était toujours mon ami, mais il savait pas quoi dire et que, voilà, là, il se lançait. Et c'est pas qu'il m'avait oublié, c'est qu'il même, il s'excusait 12 000 fois de pas être venu me voir, mais qu'il n'avait pas réussi parce qu'il savait pas comment me parler, il savait pas comment me regarder, il savait pas. Enfin, ça se comprend. Enfin, ouais, c'est pas facile. Moi, je sais que maintenant, j'arrive mieux à parler aux gens qui sont handicapés, mais avant, j'avais du mal aussi. Donc, je comprends très bien. Voilà. Et cette attitude que peuvent avoir certains explique tout à fait la relation privilégiée qu'il peut y avoir entre la personne malade ou la personne handicapée et l'équipe soignante. Parce que, je veux dire, les uns et les autres se comprennent parce qu'ils sont accoutumés à avoir des personnes dans des états de vulnérabilité ou de fragilité particulière, ce à quoi n'est pas habituée la société en général. Et ce qui est là encore assez frappant, c'est le sentiment de confiance qui unit une personne malade ou une personne handicapée à son équipe, même si parfois il y a des divergences de vues et d'appréciation. Ouais, mais l'équipe soignante veut que, enfin, veut faire le mieux possible. Et enfin, c'est pas facile pour un soignant. On lui dit, cette personne, elle marchera pas. Et puis, elle est tête de mule comme c'est pas possible. Et elle répète à longueur de journée qu'elle va aller au Mont Blanc. Donc, enfin, voilà. Et ils ont voulu faire leur métier au mieux. C'est vrai que mes deux kinés, là, elles m'ont suivi dès le début. Ok, tu veux y aller? Ben, vas-y, hein. Et d'un autre côté, Philippe, dont on parle beaucoup dans le livre, mais enfin, voilà, on est devenus des amis maintenant. Mais il a voulu faire au mieux. Et je peux pas dire c'est un mauvais ergothérapeute, ça serait complètement fou. Et parce que justement, il a vraiment voulu faire au mieux. Il s'est dit, oh là là, mais Sylvie, elle va tomber en dépression. Il faut vraiment mettre Eric au courant. Il faut qu'il lui explique. Il faut. Et Philippe dit aujourd'hui, il y a ma vie avant Sylvie. Il y a ma Ouais. vie après Je suis désolée, c'est avoir Mais tout c'est ça. une C'est pas une- Voilà, mais c'est oui. de ton cheval. On peut avoir 30 ans d'expérience si on n'a pas connu Sylvie. Effectivement, il reste encore 30 ans Bah, en tout cas, il a voulu à faire au travailler avant la retraite. mieux. En tout cas, dans ce livre, c'est vraiment des mots d'applaudissement constants vis-à-vis des soignants, hein, que ce soit les soignants du service d'urgence, du SMUR des Pays du Mont-Blanc, que ce soit les soignants du Change, des hôpitaux du Mont-Blanc, de Saint-Selmoz. C'est juste la vérité, en fait. C'est juste ce qui s'est passé. Oui, mais ça montre bien aussi quel est l'engagement hein, de tous ces personnels et ça montre bien qu'il est réconfortant quand même de voir de temps en temps des messages de reconnaissance vis-à-vis de cet engagement. Oui. Parce qu'on voit beaucoup de plaintes. Hein. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un bureau des plaintes là, mais essentiellement c'est comme ailleurs. Hein. Je pense que c'est bien de dire quand les choses vont bien. Oui, ça c'est vrai. Et je le disais aux autres patients, oh mais parce que c'est pas bon, ou parce que je sais pas quoi. Je disais, mais attends, mais c'est super. Là. C'est bien de dire aussi qu'on mange pas trop mal, que ce soit dans des Bah, on mange bien à l'époque. Si on mange encore mieux, mais j'ai pas envie d'y retourner quand même. Mais si on mange mieux, Oui. Annie? Il y a une chose surtout qu'il faut dire, c'est que Sylvie, elle est tellement positive que dès le départ, elle a vu toujours ce qu'elle faisait, les progrès qu'elle a fait, mais jamais ce qu'elle avait perdu. Et ça, c'est énorme. C'est une façon de penser qui est complètement inhabituelle. Parce qu'en général, quand il nous arrive un accident, on pense plutôt à ce qui nous a
parce qu'on a perdu. Et elle, même ses parents, quand ils sont venus la voir en rééducation, le premier jour, ils étaient effondrés. Le deuxième jour, elle leur a souri. Elle les a reconnus. Et d'un seul coup, ils ont dit, mais elle a fait ça. Et tous les jours, quand ils revenaient, ils disaient, elle a fait ça, elle a fait ça. Et pour eux, ça a toujours été, et pour toute sa famille, ça a toujours été très important de voir ces progrès, même les plus minimes. Toujours en parler, toujours positiver. Et ça, c'est énorme. Et quand on allait voir Sylvie, même si on n'avait pas le moral, c'est nous aussi, dès le départ, quand on a été la voir, on ne savait pas dans quel état on allait la voir. Je me souviens du trajet avec Jean, on était très très angoissés, on disait comment on va la trouver. Et là on est sortis, et pourtant elle était devant son lit, elle n'était pas bien du tout. On est sortis avec une pêche. Elle parle pas bien, elle avait des plâtres partout. Elle était bloquée partout. Ouais, mais on a trouvé une femme avec qui on a pu parler, on est sortis avec une pêche pas possible. Je suis contente de vous avoir donné la pêche. Tant mieux. Alors, ce qui est quand même vrai, c'est que même si on est positif, même si on a la volonté de réussir à remettre le pied, puis la cheville, puis la jambe, etc., je veux dire, malheureusement, ce n'est pas forcément toujours possible. Et là, dans la relation qu'il y a avec le médecin ou l'ergothérapeute, je veux dire, il y a certainement aussi, de leur part, un travail d'anticipation à organiser au cas où cette rééducation ou cette reconstruction ne serait pas possible, de façon à ce que les personnes ne tombent pas d'un espoir, non pas déraisonnable, mais d'un espoir hypertrophié, hyperbolique, à un sentiment d'échec et de frustration. Oui, ils essayent de nous protéger. Oui, en voilà, fait. c'est un C'est un élément genre de protection. Hein. Ce qui est peut-être la solution, c'est de toujours agir au jour le jour dans ces situations-là et de éviter de se mettre en permanence et de mettre en permanence la personne malade dans le doute ou dans le flou. Je pense que c'est ça qui est certainement une source d'angoisse, non? C'est de ne pas savoir. Mais je sais pas, moi j'écoutais pas, de toute façon. Non, mais c'est vrai, ça me passait. Quand je me suis réveillée du coma et que le docteur m'a dit que je marcherais plus, je me suis dit, cause toujours, j'irai au Mont Blanc. Et en fait, ça, j'ai pas écouté quand Philippe me disait non. Enfin, je lui disais, dis donc Philippe, j'aimerais une prothèse pour aller grimper. Comment on va faire ça? Il me disait, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. On en parlera plus tard. Et alors évidemment, ça m'énervait, mais c'est pas grave. Après, ma sœur m'avait offert une tablette pour chercher sur Internet, donc il veut pas me répondre, je vais aller chercher sur Internet. Et voilà, donc ça passait au-delà de, au-delà. Mais a priori, tout le monde n'arrive pas à penser pareil. C'est dommage. Mais c'est quand même un beau message d'espoir et on le voit peut-être là, il y a encore une vidéo sur les aiguilles marbrées. On peut le voir, hein, Il non? n'y a pas de commentaire, par contre, c'est que les Quel est votre prochain Mont Blanc? En fait, non. Alors, quand je suis montée au Mont Blanc avec le fameux Doumé, là, le guide qui s'occupe des handicapés, en redescendant du Mont Blanc, il me dit et tu peux mettre, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de commentaire. Donc on peut Ah bah parler oui, en on peut même temps. parler. Et Je peux baisser le son. Il n'y a pas de. Ouais, baisse le son parce qu'il y a Si, juste. parce que Ouais, mais enlève le son, mais on. il y a des commentaires dans le sens où après tu dis, ben attends, il te dit, nous mettre en pied ici et tout. Ah oui, mais il n'y a pas grand-chose en fait. J'ai coupé le son. Ouais. Et donc, en redescendant du Mont Blanc, Domier me dit et si on allait au Cervin? Donc le Cervin, c'est une montagne qui est en Suisse, là au-dessus de Zermatt, qui est toute pointue. Et voilà, et j'y suis allée il y a 30 ans. Donc je connais le niveau. Et il y a 2 ans, j'étais pas au niveau. Et là, j'y suis toujours pas. Et donc je dis à Doumé, mais je peux pas y aller. Parce que là, vraiment, avec toute la voiture qui piche, on va attendre qu'il baisse. Voilà. Et Doumé me dit avec raison, mais il y a 2 ans, tu pouvais pas aller au Mont Blanc. Alors je dis, d'accord, bon, ben on va aller au Cervin. Et donc, j'ai dit, ouais, mais on peut pas aller au Cervin comme ça. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va faire 10 sommets à 4000 mètres et plus, et puis finir par le Cervin. Donc là, on en est au 6e. Mais je pense qu'il en faudra plus que 10 pour être au niveau du Cervin. Mais c'est pas grave si on en fait 12 ou 15. Et voilà, donc le prochain objectif qui est complètement inatteignable pour le moment, c'est d'aller au Cervin. Mais ça avance, ça progresse, parce que là, j'ai fait un sommet cet été qui s'appelle le Weissmith, qui est à 4000, je sais pas, 4020, enfin il est juste à 4000, mais c'est une petite arête rocheuse.
qui est 2 fois moins long que le Cervin et plus simple, mais qui est quand même beaucoup plus difficile techniquement que le Mont Blanc. Donc la suite, voilà, la suite du projet, ça serait d'aller au Cervin. Mais j'aimerais grimper mieux, j'aimerais faire du vélo mieux, j'aimerais marcher mieux. Et tant que ça progresse, c'est motivant, donc ça, voilà, c'est un tout. En fait, ça progresse, c'est motivant, donc je progresse. Tu fais toujours la rééducation? Je vais une fois par semaine voir un kiné au Prat, à Chamonix, là. Et c'est super bien parce que c'est un jeune kiné qui est en formation de kiné du sport. Et il dit, oh, mais avec toi, c'est génial, il y a tout. Parce qu'il y a le dos, les jambes, le bras, le... Il est super motivé, et moi aussi, donc c'est bien. C'est génial. Et après ce long parcours, quel est le rapport au risque que l'on peut avoir? Au risque, quel risque? Le risque bah, de faire de la montagne, de faire du ski, de faire du vélo, de faire de la moto, même en tant que passagère. Est-ce qu'on voit les choses différemment? Ou est-ce qu'on a plutôt tendance à plutôt rester chez soi ou à... non, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, on l'a vu. Pour Mais rester chez soi, non. comment Bah, alors, je fais plus des courses engagées, entre guillemets, comme je faisais avant. Je vais plus en tête de cordée. Donc, l'engagement est moindre parce que maintenant, je me fais encorder, donc je suis derrière. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une avalanche ou d'un truc comme ça. Mais, comment dire? De toute façon, le risque, j'ai jamais trop pensé parce que si on fait de la moto, de l'alpinisme, des courses engagées, c'est d'une certaine manière, on aime un peu le risque aussi. Ce que j'aimais bien la moto, c'était prendre les virages un peu trop vite, on va dire, et carrément pencher. Et c'est pas comme ça que je suis tombée d'ailleurs, hein. Et voilà. Et ce que j'aime aussi, enfin, oui, ce que j'aime en montagne, c'est aussi un peu le risque, c'est l'aventure. C'est maintenant, j'ai pas changé ma vision du risque. Par contre, j'essaye de à vélo, je fais un peu plus attention parce que je sais que j'ai pas trop le droit de tomber et je suis déjà retombée 1 ou 2 fois à vélo et chaque fois je dis ça bouge mes doigts de pied, ouais, bon d'accord. Donc c'est vrai que je fais un peu plus attention à vélo. Mais sinon en montagne, on va dire que je suis au bout d'une corde, donc on le sait, je risque pas grand-chose. En montagne, c'est une illustration de ce que disait Sophie Lavaux ici même il y a 15 jours, en faisant un éloge du savoir suivre. Dans la montagne, c'est bien, il n'y a pas besoin d'être en premier de cordée, il suffit effectivement de suivre et de suivre prudemment et de s'en sentir aussi attaché à la montagne comme par un élastique qui fait qu'à peine redescendu, on y remonte tout de suite. C'est bien, hein, quand Ouais. même. Après, faut faire attention avec les élastiques, hein, ça peut aussi... Ouais, mais c'est une passion, donc la passion, c'est la passion. Ça fait vivre, hein, la passion. Oui, c'est ça, il faut peut-être un peu de passion, effectivement, pour Il faut de la passion et de la patience. la passion Voilà. et de la patience. C'est un trait, oui. Je peux peut-être faire une petite parenthèse. C'est que les 2 vidéos que vous avez, là, elles sont sur YouTube. Vous pouvez les retrouver donc à TV Mountain, comme il y a à droite, et Sylvie Samicia. Voilà, Vous faites tapez les les 4 montagnes. mots-clés et vous tombez dessus. Sylvie Samicia ou les chaiseries et Ouais, mais là, les marbreries. voilà, Sylvie Samicia et TV Mountain pour reprendre les 2 vidéos. Et ce sont de belles images de La David. troisième de la sortie de l'île. Oui, mais elle n'est pas sortie celle-là. Si, elle y est dessus. Ah bon? Ah ben, je suis pas au courant. Ce sont de belles images de David Ottman. Oui, Ouais. David Otteman, il est guide et donc il fait ces images. Vous auriez des questions à poser à Sylvie Samassian? Ouais, un truc bête, en fait, c'est de se faire déglinguer en traversant la rue, hein. Alors, si tu prends pas de risque, évidemment qu'il vaut mieux prendre des risques, parce que moi, c'est aussi ma terreur de traverser la rue et de me faire, bon, il vaut mieux prendre des risques, et puis, c'est comme ça qu'on vit. Mais votre histoire me rappelle l'histoire du médecin américain Blake Rogers, qui était 18 heures au côte sud, la face, en 96, quand il a eu ce grand accident de 15 morts en Himalaya, hein, à l'Everest. Et comme vous, il reste une flamme très faible de vie qui est là, et j'étais resté 18 heures sont passés, les guides sont passés, laissés comme morts, en fait. Il y avait une femme qui était juste à côté de lui, une japonaise qui est morte, enfin, ils l'ont laissé comme mort. 18 heures plus tard, il se lève et il marche 100 mètres pour aller au camp du col.
Mais je lis son livre, donc, et ce qui est assez étonnant, c'est comme vous, il y a eu ce petit, comment dire, reflet de flamme qui est revenu après 18 heures. C'est mystique, je ne sais pas comment vous faites ça. Comment on peut expliquer ça, parce que je suis médecin à la retraite, mais je n'arrive pas à expliquer. Lui non plus, il n'a pas expliqué ces trucs. Il se lève 18 heures plus tard, au Côte Sud, et il va. Mais il a pensé à sa famille tout d'un coup, il a vu les enfants, et il a dit il faut que je sorte. Il a commencé à sortir, et comme vous avec les enfants, que vous avez décrit. Parce qu'il restait un petit peu de flamme. Moi, je vois que c'était vraiment une extrémiste, quoi. Ah, c'était là, ouais. Donc, voilà. Puis il faut avoir un projet. C'est ça qui vous tient aussi. Mais les enfants, c'est une bonne. Voilà. Comment dire, oui, ça donne envie de revenir. Voilà, Quand c'est la vie, Eric hein. m'a dit, il y a Camille et Robin, je dis, oh là, oui, c'est vrai, la tiens, vie, c'est la vie. vite revenons. C'est important de penser son avenir et autant que je me souvienne, c'est un peu ce qui avait aussi permis à Guillaumet de survivre dans la cordillère des Andes, hein. Il pensait, je crois, Dans les à arbres, sa femme et ouais, c'est ça, hein, je crois. ouais, dans les Un arbres. pas, un autre pas. Oui, Marchait ça parce va. qu'il pensait que sa famille, s'il était vivant, il devait marcher. Et c'est pour ça qu'il a marché. Ouais, ça. Et je pense que là encore, la vie est un tout. Il n'y a pas que soi, il y a aussi les autres. Bien sûr, oui. Les autres pour lesquels on vit, mais les autres aussi qui vivent un peu pour nous. Enfin, je veux dire, c'est un échange, c'est une Ah réciprocité. bah, c'est sûr, mais moi, enfin, me laisser aller, c'était comme abandonner mes enfants, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, surtout la dernière, Camille, parce que voilà. Eric, ok, c'est mon mari, mais il sait se débrouiller sans moi. Robin, il avait 17 ans, donc c'est trop jeune, mais il pouvait se débrouiller sans moi. Mais Camille, elle avait vraiment besoin de sa maman. Là, ça c'est sûr. Quand il y a la vie, il y a l'espoir, quoi. C'est ça aussi Ouais. qu'il faut se rattraper à ça. Et puis mes enfants, ils me le rendent bien. Ils sont bien contents d'avoir une maman. Oui, et puis une maman extraordinaire, hein, c'est vrai, qui a connu un parcours d'exception. Hein, je veux dire, Modèle. Pour moi, c'est juste la vie, hein. Je veux pas être un modèle. Elle se les fait. Voilà. Hein C'est juste la Elle vie. se les fait, son pas. oui, elle se l'est fait. Je veux dire, ce qui est frappant, c'est que Sylvie, alors là, n'est pas une femme insoumise. Hein, elle ne s'est pas soumise aux affres de son destin. Elle s'est accrochée, elle ne s'est pas laissée aller, elle ne s'est pas plainte. Enfin, elle recommande d'ailleurs de ne pas se plaindre, mais d'aller de l'avant et puis de penser aux autres. Et je pense que c'est peut-être ça qui est peut-être la leçon de ce livre, c'est justement de rebondir soi-même à l'intention des autres. Je pense que c'est. Ah, c'est joli, d'accord. Je sais pas, je sais pas. Je dis ça parce que je suis quelqu'un d'un tempérament extrêmement négatif. Donc effectivement, ça m'a fait des. Je vous conseille de lire mon livre. Ah, mais je l'ai lu. Ah, je l'ai lu. Je l'ai lu et je le recommande. Et je le recommande. Non, non, mais c'est effectivement extrêmement réconfortant. Donc vous avez des questions à poser à Sylvie, vraiment dans le livre, est vraiment donc très positif. Excusez-moi, Sylvie, qu'est-ce que vous avez dans votre vie, dans votre enfance, ou même jusqu'à l'adolescence? Il y a quand même quelque chose qui vous a formé, quoi, pour être comme ça. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut, même avec la volonté, même, parce que c'est pas facile, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, des événements? J'ai des parents qui sont très positifs. Ouais, ouais, Et puis vous lirez dans le livre parce que je reviens en arrière. ouais. Mais non, là, je voudrais te dire. Il y a des choses on les écrit, mais on les dit pas, en fait. Et mais non, mais j'ai des parents qui sont très positifs et je pense que ça aide beaucoup aussi. Et puis des événements qui sont arrivés qui fait que ça forme. Et puis je pense qu'on a un caractère aussi plus ou moins fort dès le départ. Enfin, optimiste dès le départ. Je crois que mon caractère optimiste, je l'ai depuis toute petite, quoi. Et puis ouais, des parents qui se sont jamais plaints non plus. Enfin, je sais pas, mais si on a des parents qui se plaignent tout le temps, peut-être qu'on a plus envie de se plaindre aussi. Mais le mien, il se plaignait pas non plus, donc on a la vie du bon côté. Ben, vous lirez le livre, comme ça vous en saurez plus. Voilà. En tout cas, c'est le bon côté du livre, c'est justement
ce message de réconfort sur le prix de la vie, parce qu'on le mesure parfaitement hein, au travers de ces pages. On voit que la vie a un sens très, très fort qui est fondé sur l'espoir et sur aussi tout ce que peuvent nous apporter les personnes de rencontre. Et ça, on n'y pense pas forcément toujours quand tout va bien. Et je pense que quand on est confronté à des situations extrêmes, eh bien, c'est là où on mesure la valeur à la fois de la vie et la valeur des autres. C'est vrai. On se rend compte qu'on a plein d'amis, en fait. On ne savait même pas qu'on en avait autant. Mais ouais, on a tout plein d'amis et ça, c'est formidable. Et une fois que tout va mieux, eh bien, on a beaucoup de lecteurs. Et c'est pourquoi je vous recommande effectivement, avant de laisser la parole à Annie et Jean Pichon, de vous précipiter sur ce livre, d'en acheter pour vous, mais aussi d'en offrir puisque c'est bientôt Noël. Non, c'est la neige arrive. Et non, franchement, c'est un livre extrêmement réconfortant que vous ne pourrez lire qu'avec beaucoup d'impatience. Voilà, en tout cas, merci. Et dans mon livre, je parle de Jean et Annie Pichon parce que c'est des amis de toujours, donc restez pour la suite. Hein, quand même. Voilà, bravo.